Mesdames et messieurs, prenez place. Merci pour votre présence encore massive à cette heure-ci. Très heureux, évidemment, d'accueillir pour clôturer ces 2 journées intenses, 2 journées et demie intenses de débat autour de la question de la liberté, portée à la fois par la revue politique et parlementaire, par la mairie de Saint-Raphaël et par nos partenaires de Deloitte. Très heureux d'accueillir 2 grandes signatures du monde intellectuel, 2 grandes signatures du monde des livres, 2 grandes signatures engagées également. Vous avez bien compris que pour la revue politique et parlementaire, la notion d'engagement était indissociable de celle de réflexion. Alors à ma droite, je le présente même si il est évidemment très connu. On l'a vu encore récemment sur un certain nombre de médias en France. Boualem Sansal. Boualem Sansal est un des écrivains francophones les plus lus et les plus traduits dans le monde. Il est né en Algérie en 1949. Il a écrit de la fiction assez tardivement, à partir de 1999. C'est son premier roman, Le Serment des barbares. Il a un long passé d'ingénieur également. J'ai vu d'ailleurs dans sa bibliographie qu'il y avait une bibliographie d'ouvrages techniques sur des sujets extrêmement complexes, en tout cas pour le littéraire que je suis, mais pour un certain nombre d'ingénieurs, je pense que ça n'a aucun secret. Boualem Sansal a écrit depuis 1999 plus d'une trentaine d'ouvrages, beaucoup de romans. Le village de l'Allemand, qui est paru, je crois, en 2004 ou 2005. 2084, plus récemment, Le Serment d'Abraham également, et je crois prochainement vous préparez un prochain roman qui doit être publié, je crois, très rapidement, et qu'on retrouvera dans toutes les bonnes librairies en France et ailleurs. Boualem Sansal est quelqu'un qui, la semaine dernière, était installé par l'Académie des sciences d'outre-mer, et notre ami et collègue Vincent Hervouet, qui est un ancien chroniqueur de relations internationales sur LCI, a eu une formule très juste. Boualem Sansal, il est sur la ligne de front. Ça fait des années qu'il se bat dans son pays contre l'islamisme. C'est quelqu'un qui a aussi, il faut le dire, une vision très critique de l'exercice du pouvoir en Algérie. C'est quelqu'un qui est engagé, et c'est quelqu'un qui, bien évidemment, nous amène à réfléchir sur les préoccupations qui sont les nôtres au moment où les démocraties apparaissent parfois menacées de toutes parts. Gilles Kepel. Alors Gilles Kepel, à ma gauche, c'est quelqu'un qui, depuis maintenant de très nombreuses années, depuis le début des années 80, c'est un politologue. On peut dire que vous êtes aussi historien. Vous avez enseigné à l'Institut d'études politiques. Je me souviens avoir lu l'un de vos premiers ouvrages, alors que j'étais moi-même étudiant à l'Institut d'études politiques, Les banlieues de l'islam, qui était déjà une cartographie et une description, j'allais dire, avec 30 ans d'avance sur ce que nous traversons dans un certain nombre de territoires de notre République. Vous avez publié plus d'une vingtaine de livres, je crois, maintenant depuis les années 80. Vous êtes certainement l'un des meilleurs connaisseurs français, mais aussi international, du monde musulman, de la question de l'islam, de la relation de l'islam à la cité, de la question de l'islam à la politique, et aussi l'un des meilleurs connaisseurs des différents mouvements islamistes de par le monde. Votre parole est importante. Ce n'est pas seulement une parole de réflexion, parce que vous êtes très souvent sollicité par les décideurs pour finalement faire part de votre expertise pour essayer de comprendre et combattre ce phénomène qui, on le voit aujourd'hui, menace nos démocraties. Alors, posons rapidement le décor de ce débat. C'est vrai que depuis 2 jours et demi, nous avons beaucoup débattu de la liberté, mais j'allais dire d'un point de vue qui est le point de vue occidental, finalement, au prisme des inquiétudes qui sont celles de l'homme occidental. Et la question qu'il faut se poser, je crois, qui est une question absolument essentielle à travers ce débat liberté et civilisation, c'est de savoir finalement si la liberté est une aspiration universelle, ou est-ce qu'elle est un construit d'abord qui est né dans les sociétés occidentales à partir de ce que l'on a appelé l'autonomie du sujet au début de la Renaissance, puis tout au long des Lumières, et où finalement les libertés individuelles et les libertés collectives se sont construites, comme l'a rappelé en début
de ces 2 journées, Pierre Manant, dans un équilibre fragile entre liberté individuelle et liberté collective. Donc c'est aussi l'une des questions que l'on va aborder, c'est même la question essentielle que l'on va aborder lors de ce débat sur liberté et civilisation. Est-ce que toutes les civilisations finalement ont ce même goût, cette même propension à la liberté, qui d'ailleurs n'est pas forcément partagée d'ailleurs par tout le monde en Occident aussi, il faut vraisemblablement relativiser ce goût-là, ou est-ce que c'est finalement des conceptions de la liberté différentes qui peuvent aussi s'opposer ou en tout cas cohabiter entre les différentes civilisations. Et évidemment, compte tenu de l'autorité de nos 2 auteurs, c'est sur une civilisation particulière, peut-être la civilisation arabo-musulmane, que nous les interrogerons. Voilà. Alors à mes côtés, Alexis Lacroix, qui a animé la table ronde précédente et qui va peut-être lancer la première question vis-à-vis de Gilles Kepel. Gilles Kepel qui publie pour la première fois un livre de fiction qui sort dans les librairies, je crois, la semaine prochaine, hein, c'est ça, Enfants de Bohème chez Gallimard, et qui est un récit très personnel. Alexis, vous qui avez lu ce livre, je vous laisse poser la première question à Gilles Kepel. Merci beaucoup Arnaud. Effectivement, c'est un livre qui constitue pour Gilles Kepel un vrai pas de côté, cet Enfant de Bohème. Pas de côté parce que pour la première fois, tu rassembles le puzzle, les mêmes bras disjecta de ton histoire familiale du père, mais du grand-père aussi issu de l'ancienne Tchécoslovaquie et même de l'Empire austro-hongrois, puisque nous remontons à l'époque de l'Empire austro-hongrois dans ce récit. Et puis peut-être pas de côté aussi, parce que jusqu'à maintenant, tu as été un commentateur acéré des affaires du monde, et notamment de cet Orient compliqué. Et là, nous te retrouvons, au fond, à l'occasion de la maladie neurodégénérative qui a frappé ton père il y a une dizaine d'années. Nous te retrouvons à la recherche d'une autre civilisation, cher Arnaud, à laquelle tu faisais référence. Cette civilisation, cette Atlantide engloutie, qui était l'autre Europe, et qui est peut-être d'ailleurs encore l'autre Europe qu'a célébré Jacques Rupnik. Alors quel a été, Gilles, en un mot commençant, le déclic justement pour ce livre qui va probablement d'ailleurs captiver beaucoup de tes lecteurs, car tu y changes fondamentalement de registre? Merci beaucoup de m'avoir invité à Saint-Raphaël. Je suis très heureux de venir ici, sur la Méditerranée, puisque, en fait, on ne se laisse pas si facilement enfermer dans n'importe quelle identité. En me brandissant comme tchèque, je suis aussi mentonais. Donc, on va rendre tout confus. En écoutant la présentation de Boualem, en fait, finalement, qu'Arnaud a fait, je me suis très bien reconnu dedans, puisque de même que Boualem avait écrit des ouvrages d'ingénieur pendant toute sa vie avant d'écrire de la fiction, finalement, moi, j'ai été une sorte d'ingénieur à ma manière. Mais vous allez voir tout à l'heure que nous avons aussi un autre point commun, une autre coïncidence qui a affaire à la Bohème, mais c'est lui qui vous le dira. Donc il y a un élément de suspense. En réalité, ça s'inscrit assez bien dans ce dont nous venons de parler dans les débats précédents. Il se trouve que, à la fois, tu viens d'y faire allusion, Alexis, et là, ça me fait penser à ce qu'a dit Jean-François, je ne sais pas s'il est toujours là, Delfrécy, non, peut-être pas, tout à l'heure, à propos de la fin de vie. Effectivement, il y a quelques années, donc mon père, qui est décédé il y a 3 ans, a connu cette phase terminale, cette espèce de drame de notre temps, qu'est la maladie d'Alzheimer. Il avait perdu la mémoire récente, il parlait uniquement de choses très anciennes, par bribes. Je n'y connaissais rien. Moi, je m'étais intéressé plutôt, comme l'a rappelé Arnaud, à analyser le présent et envisager le futur. Le fils d'un Tchèque qui avait appris l'arabe, ça lui semblait complètement aberrant d'ailleurs, parce que j'avais la chance de parler ce qui était encore pour lui une langue universelle, le français. Qu'est-ce que j'allais faire à apprendre une langue pareille? Bon. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai été condamné à mort. J'ai été condamné à mort en juin 2016 par un type qui venait d'égorger de manière épouvantable le sous-officier de police Jean-Baptiste Salvin, au Mureaux, à Magnanville, d'où le discours des Mureaux du président de la République qui a eu lieu parce que c'était de ce commissariat auquel il appartenait, ainsi que sa jeune femme devant leur petit enfant. C'est quelque chose d'absolument atroce. Et quand il était cerné par la police, il a déclaré « Ouais, mes frères, moi je vais
je vais être un martyr d'Allah, mais il faut que vous aussi vous tuiez tous les infidèles, et d'abord tous les journalistes, d'abord Gilles Kipel. Alors, bon, même si l'université ne me traite plus très bien, parce qu'elle essaye de me faire partir un peu plus tôt que ma retraite, bon, j'ai rien contre les journalistes, Alexis, hein, mais vraiment être assassiné comme... Tu peux, je n'ai aucun corporatisme. Non, d'accord, j'aimerais être un martyr pour l'université et non pas comme journaliste. Enfin bon, écoute, enfin, je vais pas piénailler là-dessus. Hein. Et donc, je me suis quand même posé un certain nombre de questions, parce qu'il ne s'agissait pas pour ce gars, bon, qui heureusement est disparu, comme tous ceux qui m'ont fait du mal d'ailleurs, il ne s'était pas juste faire un autodafé de mes œuvres, parce que je n'étais pas juste perçu comme un personnage d'encre et de papier, mais de chair et de sens. C'est moi qui voulais tuer. J'ai passé 2 ans sous protection policière, avec des sciatiques épouvantables, etc. Et du coup, outre mes travaux d'ingénieur, hein, comme pour construire mon parallèle avec Boualem, d'analyse de ce qui se passait dans ce monde musulman, l'interface de nos banlieues populaires et de notre environnement sud et est méditerranéen, je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. Et pour paraphraser un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Raymond Roussel, comment j'ai écrit certains de mes livres. Et ça m'a amené à mettre en perspective ce qui avait été mon itinéraire par rapport à celui d'une tradition dont j'ignorais tout, qui était, en fond, celle de mon grand-père, arrivé en 1908 à Paris pour traduire Apollinaire en tchèque, puis passeur de la peinture, notamment française, vers la Bohème, qui était à l'époque, comme ça a été rappelé, l'Empire austro-hongrois, et qui était aussi, pendant la Première Guerre mondiale, l'un des créateurs de la République tchécoslovaque indépendante. Il dirigeait une revue à Montparnasse, la Nation tchèque, donc il est passé de la Bohème avec un accent circonflexe. C'est le jeu de mots du titre, enfant de Bohème. Bien sûr, vous pensez à Carmen, que j'espère. En tout cas, c'est l'amour est enfant de Bohème. Mais là, c'est la Bohème accent circonflexe, c'est-à-dire la Tchéquie aujourd'hui. Il est passé à la Bohème de Montparnasse. Et donc, il est resté en France. Finalement, il a été débarqué politiquement par ses rivaux dans le Sénat. Et puis, il a vécu dans la Société des Nations ensuite. Il a fui le nazisme sous le Blitz. Puis, il est rentré en France pour se réfugier face au rideau de fer et au communisme. Et donc, d'une certaine manière, à travers cette histoire que j'ai exhumée d'une certaine façon, se met en scène à la fois l'Europe des bouleversements, des migrations, des guerres que, paradoxalement, nous retrouvons aujourd'hui, que nous voyons. On a oublié que, comme disait le célèbre philosophe grec, polémos panton pater, c'est-à-dire guerre et, en français, guerre, en grec, guerre est masculin, donc guerre est père de tout. Et à l'heure où, justement, la République tchèque est pleine d'Ukrainiens réfugiés, où d'une certaine façon, paradoxalement, Prague reprend une sorte de centralité. Et du reste, le livre paraît le 6, qui est le jour où se tient à Prague le Conseil européen. Donc je vois là, comme providentialiste athée, si vous voulez, je vois une confirmation de tout ça. Un signe du destin. Voilà. Et donc, je termine brièvement. Je voudrais surtout entendre aussi Boualem, parce que donc j'ai fait ça pour, en fond, démarginaliser, si je puis dire, les études sur le monde arabe, le monde musulman. Ce que j'ai fait n'est pas simplement un exercice académique. Et précisément, ma condamnation à mort est ce qui a articulé le travail de l'universitaire, qui avant d'être chassé par wokisme de l'université, Normal Sup, j'ai d'abord été condamné à mort. Bon, donc ça me chaud assez peu finalement. Et il me semble que alors on m'a demandé ce que c'était ce livre, quel était le genre, est-ce que c'est un roman, J'ai cité en exergue, après quelques vers d'Apollinaire qui sont un peu ma feuille de route, dans Zone. Et tu retournes aussi dans ta vie lentement en montant au Radchin, qui est le château de Prague, et le soir en écoutant dans les tavernes chanter des chansons tchèques. J'ai cité aussi les Goncourt, donc éponyme du fameux prix qui fait les élégances littéraires et le cash flow de l'édition, qui dit ceci:
l'histoire est un roman qui a été, le roman est de l'histoire qui aurait pu être. Et c'est là, c'est dans cette espèce d'interstice que j'essaye de me situer. Les Goncourt n'étaient pas du tout des fanatiques du roman normé par l'édition tel qu'il est aujourd'hui obligatoire de l'écrire, si on veut avoir un prix littéraire, mais c'était des gens qui passaient leur temps à scripter ce qu'était leur vie de bourgeois parisiens du XIXe siècle pour en faire le matériau à partir duquel ils allaient élaborer leur fiction, qui n'est peut-être pas un chef-d'œuvre par ailleurs, enfin, mais qui était très intéressant. Et moi, je fais un peu comme ça, à part que mon matériau, ça n'est pas tant ce que j'ai, le monde contemporain dans ce cas, parce que là, je l'ai beaucoup travaillé, de même que Boualem a écrit ses livres d'ingénieur, d'une certaine façon. Mais c'est un matériau que j'ai exhumé dans une langue que je ne connais pas, le tchèque. J'ai appris l'arabe, c'est déjà assez. Je peux en plus apprendre le tchèque à mon âge. J'ai plus les neurones pour ça. Mais donc j'ai fait traduire tout ça et j'ai essayé d'exhumer cette civilisation engloutie, comme ce monde d'hier, hein, pour citer Stefan Zweig, pour me permettre de comprendre mieux le monde du présent. Alors justement, à ce stade, on peut te poser une question encore sur ce très beau livre que j'ai eu le privilège de lire avant quelques autres, mais je sais qu'il va évidemment à partir du 6 partir très fort en librairie, Enfants de Bohème. Tu y exhumes un monde englouti, c'est tout à fait ça, une Atlantide civilisationnelle qui était cette autre Europe dont a parlé notamment ton ami Jacques Rupnik. Et cette autre Europe, c'est par l'entremise de ton grand-père, de ce que tu as retrouvé sur ton grand-père qu'on la comprend. Évidemment, on a oublié, enfin les Français souvent ont oublié, que l'une des premières démocraties qui émerge à la chute de l'Empire austro-hongrois, c'est la démocratie tchécoslovaque. Masaryk était proche de ton grand-père. Qu'est-ce que cela t'a inspiré, au fond, de revenir sur les traces de cette première démocratie de l'Est de l'Europe ? Tout le monde l'a oublié. Hein. En France, plus personne ne s'en souvient. Plus personne ne s'en souvient. Et là-bas aussi. Parce que, au fond, la Tchécoslovaquie est née en réalité dans un petit village des Vosges qui s'appelle Darnay, où a été créé le 22e régiment de chasseurs tchécoslovaques le 30 juin 1918. Autre coïncidence, je suis né un 30 juin, donc pas 1918, rassurez-vous, hein, mais un peu plus tard. Et et c'est Poincaré, président de la République, Raymond Poincaré, qui a donné le drapeau. Ils sont allés à le créer. Et au fond, c'était une sorte de petite sœur de la République française, avec un amour fou. Et j'emploie ce terme à dessein parce que les surréalistes sont beaucoup allés à Prague, Soupeau, Breton, il y allait énormément. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu à Paris, certaines d'entre vous ont vu à Paris récemment l'exposition Toyen, qui était une surréaliste tchèque qui s'appelait Maria Tcherminova, mais son nom de Toyen, c'était Citoyen, coupé en deux, pour montrer justement la relation intense avec la France. Et tout ça s'est déroulé d'une manière très harmonieuse jusqu'à la renonciation à Pross, qui a tout cassé, qui sont évidemment les accords de Munich. Voilà. La Troisième République, au fond, se dédie de son serment envers la jeune Tchécoslovaquie républicaine. Une toute petite anecdote à ce sujet, avant de laisser la parole à Boualem. Et ensuite, il y a eu le communisme qui a achevé de couper tout ça. Et puis, la chute du mur a été, parce que Mitterrand était perçu comme proche des communistes, etc., a été l'occasion pour les États-Unis et l'Allemagne en partie, mais surtout les États-Unis, d'apparaître auprès de la Tchécoslovaquie post-89 comme quelque chose de... Alors, juste une toute petite anecdote. 1938, mon père, qui vivait à Genève, parce que son propre père était représentant auprès de la Société des Nations, représentant tchèque, donc il a fini son temps là-bas, il passe en Bohème, où mon père n'étudie pas trop, il coupe des arbres surtout, c'est une grande passion tchèque de couper des arbres et de ramasser des champignons. Et je l'ai gardé d'ailleurs, maintenant les arbres je ne peux plus après l'asiatique causée par les islamistes, mais les champignons je peux encore le faire, en faisant attention, en me baissant bien sûr. Et mon père arrive au lycée Montaigne, où je serai moi aussi élève, et mon fils cadet également, à Paris, donc près du Jardin du Luxembourg. Et puis, il est en 6e, c'est l'équivalent de la 6e, et il a 10 ans, 38, et le prof donne des mots de vocabulaire. Et parmi ces mots, il y a le mot « inévitable ».
Bon, il avait fait ses études en français à Genève, mais il n'était pas trop sûr en Bohême, c'était surtout des champignons et du bois, je dis. Donc il demande à son père de l'aider. Et son père lui propose la phrase suivante: on dit que la guerre est inévitable. Il est très fier. Et le lendemain, donc, le prof, là, il élève, je lève le doigt et dit: on dit que la guerre est inévitable. Les gosses, franchouillards et capitulards, salaud, espèce de sale tchèque, c'est à cause de toi qu'on va avoir la guerre, et vont à la récré, tous sur lui pour lui casser la gueule. Mais comme il avait coupé tellement d'arbres en Bohême, il s'était fait des biceps de bicheron, il les aligne tous par terre. Il écope d'une colle, évidemment, mais là, l'honneur de la famille est sauf et vengé. Merci à vous. C'est j'allais dire presque une reproduction de la gloire de mon père, vue sous une autre forme. Voilà. Ouais. Boualem, merci d'être encore une fois présent ici à Saint-Raphaël. C'est un vrai bonheur à titre personnel de vous accueillir, parce que vous savez que j'ai moi aussi des attaches de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Une question pour rebondir sur ce que disait Gilles Kepel, faisant référence au fameux livre de Raymond Roussel, « Comment j'ai écrit certains de mes livres ». Finalement, vous aviez une vie en Algérie qui était une vie installée. Vous avez été au ministère de l'Industrie, vous avez été au cabinet d'un des nombreux premiers ministres du régime algérien. Qu'est-ce qui vous a poussé, à près de 50 ans ou à plus de 50 ans, à vous lancer dans la fiction et dans une fiction qui plus est autour d'un objet qui est un objet central dans vos romans, qui est la question notamment du politique. Comment finalement vous avez décidé d'une certaine manière à la fois cet acte créatif et cet acte d'engagement? Peut-être. Vous m'entendez? Oui, voilà, très bien. Voilà. Vous permettez, Arnaud, que je rebondisse quand même? Allez-y. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut comprendre le livre de Gilles, c'est moi, parce que je suis tchèque. Je suis tchèque, pas de nationalité, mais de cœur. Ma première épouse est tchèque, je l'ai connue à Prague, et je suis tombé amoureux et de ma femme, de celle qui allait devenir ma femme, et de la Tchécoslovaquie, qui est un pays absolument fascinant. Et le peuple tchèque est d'une douceur, d'une gentillesse et d'une intelligence absolument extraordinaire. Vraiment. Et donc, bravo. Donc je vais lire son texte et je vous dirai dans son livre ce qui est exact et ce qui ne l'est pas. Parce que je connais évidemment Prague et la Tchécoslovaquie de l'intérieur en détail. Donc pendant plus de 20 années, j'ai fréquenté ce pays, j'ai vécu, etc. Mes filles ont fait toute leur scolarité à Prague, elles y sont, j'ai 2 grandes filles. Et donc je vais souvent les voir. Et je découvre maintenant une autre... Parce qu'entre-temps, la Tchécoslovaquie a disparu, mais mon ex-femme et mes filles vivent dans la Tchéquie. La Tchéquie n'est plus la Tchécoslovaquie. Mais c'est incroyable comment un pays peut changer. La France, demain, pourrait être musulmane. C'est un changement presque de paradigme total. On est passé de... un communisme très particulier. Le communisme tchèque était empreint d'humanisme, très, très européen, très amoureux fou. Les Tchèques sont amoureux fous de la France. Ils adorent ce pays, ils le connaissent à fond. Et puis après la division de la Tchécoslovaquie, je ne racontais plus. La Tchéquie est devenue un pays ultralibéral, travaillé par vraiment des... Et j'ai peur pour mes filles. J'ai exfiltré mes filles d'Algérie parce que j'avais peur de l'islamisme et de l'islam. Je vous raconterai tout à l'heure pourquoi, de quelle façon je les ai exfiltrées. Et là, j'ai presque... maintenant, elles sont adultes, évidemment, elles ne m'obéiront pas. Et j'aimerais bien les exfiltrer ailleurs. La Tchéquie est devenue un pays ultralibéral. C'est très inquiétant. Une évolution la Tchéquie est devenue, Boualem, un pays illibéral, comme on dit aussi. C'est-à-dire, c'est le modèle de Viktor Orban en Hongrie qui s'est imposé progressivement dans cet environnement. On va revenir peut-être, Boualem, sur la question initiale. Voilà. Bien sûr. Alors, juste une petite... J'ai connu Gilles il y a plus de 20 ans maintenant. Il venait à Alger en secret pour rencontrer des gens ultra secrets. Le chef d'état-major
et le chef des islamistes, le Cheikh Nahner. Je trouve ça très étrange qu'on accorde... il connaît mieux nos dirigeants que nous. Moi, je ne les ai jamais vus. Alors que j'étais haut fonctionnaire, professeur à l'université, je ne les ai jamais vus. Et lui, il les rencontrait comme on rencontre les copains. Il venait régulièrement parce qu'il était un vecteur, je pense, plus ou moins utilisé consciemment ou inconsciemment pour faire passer des messages à Paris. C'est la diplomatie parallèle. Mais enfin, je te soupçonnais de cela, hein, que tu étais un peu une façon de... Parce que c'est la diplomatie intellectuelle. Les officiels dans ces pays-là ne peuvent pas travailler. Ils sont tellement surveillés, l'ambassade, les consulats, qu'ils ne peuvent pas travailler. Et donc, il faut passer par des choses. Voilà. Et les universitaires qui vont très souvent dans ce pays jouent sur là. Je trouve ça très bien. Donc voilà. Et puis depuis, je rencontre Gilles régulièrement à Paris, à droite, à gauche. Et en plus, on est chez le même éditeur. Donc on est appelé à... Et on est tchèque. Voilà. Alors, la question, alors, c'était comment êtes-vous devenu écrivain à 50 ans? Comment êtes-vous devenu romancier à 50 ans? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Moi, j'ai jamais eu cette tentation. Je sais qu'elle est partagée par beaucoup de gens. Tout le monde rêve d'écrire, moi, pas du tout. Moi, je suis un vrai scientifique. J'avais la passion de ce que... Je suis ingénieur, j'ai fait des doctorats, j'ai fait de l'informatique. J'étais un drogué des études. Ingénieur, un doctorat en économie, j'ai fait beaucoup d'informatique, et j'ai une passion des maths. Donc moi, ma vie était tracée. Et, voilà, et puis la guerre arrive. Voilà, le changement, la direction. On s'est trouvé devant... C'est-à-dire fin des années 80, début des années 90. En Algérie, c'est pas seulement une guerre, parce qu'à la limite, une guerre, je dirais presque, c'est l'histoire du monde, donc on regrette qu'il y ait des guerres, mais elles font partie du paysage. Mais là, on voyait qu'on allait changer d'identité, de pays, de territoire, de paradigme. Un pays méditerranéen, imprégné par la culture méditerranéenne et française. On était français pendant un siècle et demi. Socialiste de l'indépendance jusque dans les années 80. Le socialisme, c'est quand même une culture occidentale, donc on était vraiment bien. Et puis, on a vu arriver ce phénomène comme ça, comme l'humidité qui pénètre une maison. On ne se rend pas compte. Et puis, on a vu les murs verdir, et on ne comprenait pas. C'est une chose qu'on raconte souvent. En 1962, les pieds noirs sont partis. Une année après, on a vu arriver les pieds rouges, c'est les socialistes français, allemands, etc., tchèques, etc., qui venaient yougoslaves beaucoup, parce que l'Algérie s'était lancée dans un truc qui était le rêve universel, l'autogestion. Le pouvoir algérien a dit que le meilleur gestionnaire du pays, c'est son peuple. Ce n'est pas des élus ou des gens, on ne sait pas d'où ils sortent, c'est les élus. Donc on a dit aux gens, aux agriculteurs, aux gens qui travaillent dans les usines, eh bien, l'usine est à vous, le champ est à vous, le commerce est à vous. Et on a démarré cette aventure. Donc on a arrivé, les pieds rouges qui venaient assister à... Et c'était très visible parce qu'ils sont arrivés en masse, ils travaillaient avec le gouvernement, ça se passait très bien. La population a adhéré évidemment à ça, puisqu'on nous rendait propriétaires de ce que les Français avaient laissé. Et puis on a vu arriver, ça a pris beaucoup de temps, ce qu'on a appelé les pieds verts. Les pieds verts, donc c'est... Alors on ne savait pas comment les désigner, c'est des gens qui... Je sais pas, c'est des musulmans, c'est des musulmans un peu fanatiques, est-ce qu'ils ont un projet religieux, un projet culturel, un projet... On ne savait pas. Et donc, ce que vous faites, vous, ces dernières années, ces 10 dernières années, nous l'avons fait à cette époque. Ils arrivaient d'où, alors, ces pieds verts? À cette époque, on ne savait pas... le début de l'affaire, c'est qu'on ne sait pas nommer les choses. On voit arriver des choses, on écoute... Ces gens-là parlaient, ils parlent de choses qu'on ne comprend pas, du passé, du prophète, de trucs, des contes. Pour nous, c'était vraiment des contes à dormir debout. On ne sait pas. Et on était, au début, on les a pris avec beaucoup de sympathie,
parce que ça faisait un peu farfelu. Nous disaient, bon, bah, nous, à leur âge, nous étions hippies et on rêvait de détruire le monde. Bon, donc, voilà, c'était des hippies verts et qui ne parlaient pas d'ailleurs de prise de pouvoir, ils parlaient plutôt de la société, de l'homme, de Dieu. C'était vraiment terre à terre. Ils n'avaient pas de projet comme ça. D'ailleurs, après 30 années d'études, je vous le garantis, les islamistes ne cherchent pas le pouvoir. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce qu'ils veulent, c'est s'emparer de vos âmes et les amener à Dieu. Voilà. Et ça, au cours des 14 siècles, ils ont beaucoup appris. Ils ont développé toutes les méthodes, la force, bien sûr, la prédication, la persuasion, l'entrisme, l'agite-propre, etc. Ils savent y faire. Ça, vraiment, c'est des super champions. Et nous, de l'autre côté, on est toujours curieux, y compris du mal. On a envie de savoir c'est quoi. On a tous, à un moment ou à un autre, été tentés de goûter à la drogue. Mais qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Les gens ont l'air, ils parlent du nirvana, des trucs, on a envie de goûter. Donc, nous sommes attirés par le mal. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie. On a commencé petit à petit à tomber dans l'escarcelle des islamistes parce qu'ils parlaient de choses fantastiques et ça nous faisait rêver. Et puis, il faut dire aussi qu'on en avait marre du régime algérien. C'est terrible, bureaucratique au possible, méchant et bête au possible, les pénuries, les difficultés de vie, pas d'eau, pas de trucs. Et voilà ces gens-là qui nous parlent de choses magnifiques. Et donc, je reviens encore à la question. Donc la guerre arrive, donc à un moment donné, l'islam, donc l'Algérie a été réislamisée à notre insu. On est redevenu musulman, on avait perdu ça pendant un siècle et demi, on est redevenu musulman, et puis on est rentré dans une étape qui venait après, c'est l'islamisme, on ne savait pas ce que c'est. Ils nous disaient non, l'islam, ce n'est pas suffisant, il faut un engagement politique. L'islam n'est pas qu'une religion, c'est aussi une politique. C'est din wa dunya, je parle pour Gilles qui parle très bien l'arabe, din wa dunya, c'est religion et monde, le monde de... Voilà. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui va plus loin. Donc, on t'inculque évidemment la religion, la foi, etc. Mais on te met dans un projet prophétique. On te fait rentrer dans cet univers prophétique. On n'est plus... C'est pour ça, au début, je disais paradigme. On devient tous... C'est une tentation humaine. Hein, on devient tous des adjoints de prophètes. On rentre soi-même en prophétie, on professe, on n'enseigne plus, on professe, on convertit, rentre dans le projet. La guerre arrive et on a vu, le résultat, c'est les morts, la destruction. Mais à cette époque, on n'était pas convaincus que c'était les islamistes. C'était pour nous les militaires qui se sentaient contestés par ces gens-là, qui venaient porteurs d'un projet totalement différent, qui avaient l'oreille du peuple, et donc le pouvoir a su manœuvrer pour se donner le droit de les combattre. Il a fallu les pousser à l'extrême, c'est-à-dire aller à la guerre. Parce qu'au début, c'était le prêchi-prêcha dans les mosquées, dans les marchés, donc ils observaient, mais ils ne savaient pas trop, parce que s'attaquer à un islamiste, c'est s'attaquer à l'islam. Donc tout le monde a peur de cela. On ne sait pas jusqu'où il faut aller, où ça commence, quand ça finit, quand on est anti-islamiste, et comment on devient anti-musulman. On ne sait pas. On était tous... Et puis, la chose traverse les familles. Moi, dans ma famille, je suis l'ultra-libéral, l'ultra-truc, machin, l'ultra-laïque, l'ultra-mécréant, mais j'avais un frère qui était islamiste, qui était là, la mosquée, le truc. Non, comme ça traverse les familles, on ne sait pas, on est pieds et poings liés face à la... donc l'armée a agi intelligemment. Il faut les sortir du discours religieux, les amener à la violence. Comme ça, on peut les attaquer. Donc il a fallu leur dire, mais vous n'êtes pas des musulmans, vous ne connaissez pas l'islam, vous racontez n'importe quoi, vous êtes des agents des Américains, vous êtes... voilà. Et donc ils ont déplacé et ils ont réussi. Et les islamistes sont tombés dans le piège et ils ont pris les maquis. Et alors là, c'est pain bonnie pour l'armée. Elle envoyait l'aviation et donc ça tirait. Et voilà, les morts. Et quand... moi, ce qui m'a vraiment
étonné et qui m'a fait réfléchir à ces choses-là, c'est que avec quelle facilité la société devient violente. Que les acteurs deviennent violents, ça on le comprend. Ils sont sur des stratégies de pouvoir, donc c'est normal. Ils font de la diplomatie, puis ainsi de suite, ils en arrivent aux armes. Mais comment nous, citoyens, simples citoyens, des mères de famille, des trucs, des machins, des enseignants, des professeurs, comment on verse dans la violence? Parce que la violence, on a découvert que c'était à la limite, peut-être ni les islamistes, ni le pouvoir, c'était nous, le peuple. On est rentré massivement, et d'un côté et de l'autre, avec l'idée de se venger, de détruire. Ça a été... Et là, dans ces situations pareilles, on est interpellé à titre individuel. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, j'émigre, donc c'était le cas de beaucoup de gens. Et puis ceux qui... la population s'est divisée en deux. Il y avait ceux qu'on appelait les éradicateurs et ceux qu'on appelait les réconciliateurs. Les éradicateurs, c'était ceux qui disaient l'islamisme, il faut le détruire. Il n'y a pas photo, on ne discute pas avec ces gens-là, puisqu'ils viennent avec l'idée de détruire toute la société. Donc il faut les éradiquer. Et donc ça a été les grandes tueries, l'armée ne pouvant pas faire les choses elle-même, a créé des bataillons secrets, des trucs, des machins. Et puis elle a divisé les islamistes en utilisant les radicaux contre les modérés contre... Là aussi, encore une fois, elle a très bien joué, qui fait que, à la limite, ils se sont exterminés. Résultat des courses, l'armée a gagné, évidemment. Mais elle partage aussi avec la société. C'est une forme d'islam rétrograde, arriéré, un islamisme rampant, qui est là, on compose avec cela. Et voilà. Et moi, je m'étais posé ces questions. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'étais professeur à l'université, j'étais loin de tout ça. Et puis, je suis rentré dans un groupe, parce que des intellectuels se sont constitués en petits groupes, comme ça, Rachid Mimouni, Tahar Djaoud, c'était vraiment des écrivains qui étaient publiés en France, des gens très intelligents, très engagés, des journalistes. Et puis le cercle s'est élargi. Je suis rentré dans ce groupe pour réfléchir, c'est nommer les choses. C'est quoi l'islam? De quel islam on parle? Et ceux-là, ils nous parlent de salafisme. C'est quoi le salafisme? Et ainsi de suite. Donc on essayait de répondre à ces questions-là. Et moi, au départ, j'étais parti sur l'idée que je suis rentré dans ce groupe, pas en tant que... pas sur ces plans-là. J'étais persuadé que le problème est économique. J'étais économiste et j'enseignais ça à l'université, pendant que j'enseignais aussi à l'école polytechnique les sciences dures, comme on dit. Et ma conviction, c'est que c'est l'économie qui a créé ça. L'économie est source d'injustice. Il y a des patrons, les ouvriers, il y a les cadres, les sous-cadres. Donc, par définition, l'économie crée des injustices, puisqu'elle crée des hiérarchies dans la société. Et donc, je venais avec ça. Moi, j'expliquais à mes copains qui étaient sur des paradigmes religieux, magiques. Et moi, je disais non, c'est l'économie. Si l'économie fonctionne, si tout le monde a du travail, les gens, bon, ils peuvent être musulmans s'ils veulent, mais ça n'ira jamais vers la violence. Je me trompais totalement. C'est typiquement religieux. C'est-à-dire qu'il faut réinventer les choses. Et alors là, justement, vous redécouvrez les soubassements profonds, culturels du phénomène islamiste. Ouais. Et vous redécouvrez aussi, Boualem, qu'il y a une longue histoire, plus ancienne, bien sûr, que celle des années 80, du surgissement de cette idéologie. Tout à l'heure, Arnaud vous demandait d'où viennent les petits hommes verts. Alors, ils venaient, c'est vrai, dans les années 80, ils venaient d'Arabie Saoudite, etc. Ils étaient envoyés par les Saoudiens. Mais l'islamisme ne naît pas là. Et ça, vous en prenez conscience. Vous faites un travail absolument formidable à ce moment-là. Vous prenez conscience que c'est une idéologie dont l'émergence remonte aux années 20 et 30 du XXe siècle. Et c'est le village de l'Allemand. Dans le village de l'Allemand, vous avez une thèse qui a scandalisé, mais qui a passionné aussi, qui est de montrer que l'islamisme, qu'on n'appelait pas comme tel, bien sûr, il y a 100 ans, a eu des convergences avec les fascismes européens. Pouvez-vous nous en dire un mot de plus? En fait, en 30 ans, j'ai découvert énormément de choses, parce que j'ai fait ça à fond. C'est dans ma nature, quand je m'empare d'un sujet, je vais aussi loin que possible. Donc, l'idée, au départ, c'est...
mais ça, nous sommes tous comme ça. C'est pour les physiciens qui sont dans la salle et tout ça. Est-ce qu'un phénomène a des causes locales, donc les physiciens appellent ça la localité. Est-ce qu'un problème a uniquement des raisons locales? Voilà, si je déplace ce verre, c'est la force que j'exerce là sur lui qui est locale. On ne va pas chercher au bout du monde des explications au phénomène. On a découvert que plus tard, en physique, qu'il faut chercher très loin. Les causes peuvent être très très lointaines. C'est l'intrication des choses pour les spécialistes de la physique quantique. Donc moi j'ai raisonné comme ça. J'ai au départ cherché des causes locales, c'est-à-dire l'économie, le pouvoir, la dictature. Ça n'explique rien. On découvre tout de suite que ça n'explique rien. On est dans des univers magiques. Donc on remonte, on interroge l'islamisme. L'islamisme, c'est un phénomène récent. C'est une déviance de l'islam, c'est des ultras, quoi. Donc à la limite, on peut vivre avec l'islamisme, et ils sont là, c'est des tordus, des marginaux, on peut les cantonner dans je suis allé, il faut aller chercher plus loin. L'islam est dans le phénomène religieux d'une manière générale, les causes profondes. Alors, combien de temps on me donne? 3 heures? 4 minutes, parce qu'après, je vais poser une question à Gilles Kepel et on oui. reviendra vers toi, Boilem. Quand le village de l'Allemand, oui. Oui, mais je vais y arriver comme ça. Ouais. Ou comme ça. Quand l'islam s'est effondré, à cause des Anglais et des Français, c'est le démantèlement de l'Empire ottoman, le calife, il n'y a plus de calife. Et l'islam, c'est une foi et le calife. Ça ne marche pas l'un sans l'autre. C'est comme la République, s'il n'y a pas un président, ce n'est pas une République. Il faut qu'il y ait une... Et le démantèlement de cela a mis les musulmans devant une situation absolument terrifiante pour eux. Terrifiante, c'est le vide. On a la foi, mais on n'a pas le calife pour nous guider. Et là, les Occidentaux ont fait une erreur colossale. Il fallait garder le calife ottoman, comme girouette, comme truc, mais il fallait le garder. C'est un symbole. On l'a enlevé. Et donc, du coup... Alors, et c'est là que les penseurs musulmans ont commencé à lancer cette idée de la Nahda, que Gilles va vous traduire. La Renaissance, oui. Je suis professeur d'arabe maintenant. À défaut de professeur de tchèque, tu vois. C'est toi, tu dois parler beaucoup mieux tchèque que moi, d'ailleurs, je pense. Ouais. Et là, les musulmans sont posés là. Mais comment faire renaître l'islam? Et là, il y avait plusieurs théories. Il y a le djihad, il y a l'islam des Lumières, utilisons les instruments que les Occidentaux ont. C'est la raison, mettons de la raison, mettons de la réflexion, donc c'est les catégories des Lumières. Donc ça a donné ce petit courant qui existe en France, qui n'est pas beaucoup chez nous, mais quand même il existe. C'est ce qu'on appelle l'islam des Lumières. C'est Malek Chobel, Abdelwahab Medab, etc. Mohamed Harkoun. Oui, voilà. Donc qui sont là, maintenant, ils sont tous décédés. Les idées des Lumières et travailler avec la patte musulmane, intégrer les choses et essayer de sortir par le haut de l'effondrement. Et puis à ceux qui étaient dans, on va dire plutôt dans la lignée de Hassan el-Banna, c'est les frères musulmans. Là, c'est la gîte propre, c'est-à-dire qu'on va... on rentre dans la société par les petites portes et puis on grignote des places et petit à petit, on finira par... C'est comme ça d'ailleurs que l'islam s'est développé dans le monde. C'est surtout comme ça. On pense qu'il s'est développé, que son expansion et le fait en fait, non. C'est la prédication. On revient là-dessus. Et petit à petit, on islamise... même superficiellement, on se contente même d'une islamisation superficielle. Juste que faire la prière, s'habiller, le voile, ça suffit. L'étape suivante viendra après. Et alors, moi j'ai découvert en Algérie justement cette proximité entre un mouvement musulman et le nazisme. C'est qu'un jour dans l'Algérie, j'ai découvert un petit village qui avait l'air vraiment très bizarre, dans une région où les villages c'est des villages des hauts plateaux, c'est fait en terre, etc.
Et là, il avait des allures très germaniques. Hein. C'était très étonnant. Quand je me suis renseigné, on me dit oui, le village de l'Allemand, il y a un Allemand qui vit là-dedans. Et j'ai enquêté sur lui, et j'ai découvert que c'était donc un ancien nazi qui avait été exfiltré par le réseau Odessa, la Turquie, l'Égypte. Quand la révolution algérienne, la guerre de libération a démarré, les Égyptiens ont envoyé des coopérants aux révolutionnaires algériens. Là-dedans, il y avait de tout, des Français, des Chinois, ce que vous voulez. Et il y avait des Allemands qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont fui l'Allemagne et sont partis dans les pays, les musulmans. C'est les seuls endroits où ils pouvaient être tranquilles. Là, on ne peut pas les sortir. En Irak, en Syrie, en Égypte. Et ils ont fait souche. Et donc, cet Allemand a rejoint les révolutionnaires algériens, s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie. Et puis, après l'indépendance, il est resté. Et là, j'ai retrouvé donc, toute l'histoire de comment Hitler, dans les années 1933, a pris contact avec les pays musulmans pour leur dire nous avons les mêmes ennemis, c'est la France, l'Angleterre, vous rejoignez les forces de l'Axe. Le Moufti de Jérusalem. Hein, le Moufti de Jérusalem. Et c'est le Moufti de Jérusalem. Donc ils ont envoyé des émissaires dans les pays musulmans, ça n'a pas marché. Et finalement, là, ça a bien marché quand ils ont vu le grand Mufti de Jérusalem, qui était un fou total, hein, qui était vraiment dans la ligne du djihad. Hein. C'est l'islam, on le rétablit par la violence, pas par le papotage et la discussion. Et donc, il a lancé un appel mondial. Et donc, des musulmans sont venus de partout, de tous les pays, rejoindre Berlin, et avec lequel ils ont créé une armée arabe, etc. Et puis, quand l'Allemagne a été défaite, ces Arabes sont retournés dans leur pays avec ces idées. Voilà, j'étais. Merci Boilem. On va revenir tout à l'heure sur votre passage à la fiction. Moi, je me retourne vers Gilles Kepel, qui a écouté, comme nous, attentivement Boilem Sansal. Finalement, il y a quelque chose de commun dans vos travaux, c'est vous interroger d'une certaine façon sur la façon dont la liberté est mise en danger par un certain nombre de mouvements. Et là, finalement, dans le récit que vous nous livrez, que vous livrez à vos lecteurs, vous parlez de la Tchécoslovaquie. Quels sont les points communs, finalement, qui peuvent exister de par les civilisations, de par les cultures, dans les menaces qui pèsent sur les libertés? Est-ce que, finalement, il y a une espèce, j'allais dire, d'international, des adversaires de la liberté qui peuvent se retrouver, ou finalement, il n'y a pas d'international des adversaires de la liberté, mais il y a, j'allais dire, des adversaires de la liberté qui, en fonction des cultures, sont très différents? Alors pour arriver à ce niveau d'abstraction, je vais commencer par le bas. D'abord, ce qui était beaucoup intéressé quand j'entendais Boilem, c'est que là où lui-même se posait la question de ce phénomène islamiste à partir de ce qu'il observait dans les changements, je vais le mettre comme ça, je vais le voir, voilà, comme ça, on peut échanger des flèches. Quand il observait ce phénomène à partir de ce qui se transformait dans son environnement, c'est-à-dire d'une perception sensible, si j'ose dire. L'ingénieur avait une perception sensible et non pas d'ingénieur, si j'ose dire. Moi, au même moment, j'étudiais ces mêmes phénomènes, non pas à partir de ma perception sensible, puisque quand j'ai commencé ma thèse en Égypte sur les mouvements islamistes en 1980, tout le monde considérait que ça n'avait aucun intérêt, et qu'à la limite, j'étais plutôt pro-islamiste ou un truc comme ça. Et quand j'étais sur place en Égypte, Sadat a été assassiné par les gens que je suivais. C'est ça qui a fait ma carrière et qui m'a amené jusqu'à Saint-Raphaël aujourd'hui. Mais donc, moi, ce que Boilem découvrait dans sa vie quotidienne, moi, depuis les années 80, j'étais en train de l'étudier comme... C'était moi l'ingénieur, si j'ose dire. Je le démontais comme ingénieur. Donc, dans ce sens, nous sommes très, très complémentaires. Donc, est-ce qu'il y a un phénomène... les ennemis de la liberté de manière générale. Je voudrais répondre par une anecdote qui est la raison pour laquelle j'ai été condamné à mort, à mon avis, que je suppute, par cet imbécile de Laroussi Abdallah, qui avait donc
tué les deux, le policier et son épouse. En fait, quelques mois auparavant, il y avait déjà le Daesh commençait déjà à fonctionner en France et il y avait des convertisseurs dans les quartiers. Alors c'est un phénomène qui ressemble un peu à celui que nous raconte Boualem. Alors là, c'était plus en Algérie, c'était ici, hein, c'était arrivé. Et dont un en Seine-Saint-Denis particulièrement virulent, un gars d'origine maghrébine, je ne sais plus si c'est marocain ou algérien, mais qui ne parlait presque pas arabe, et qui avait converti plein de gens qu'il avait envoyés en Syrie se faire tuer. Donc il avait été arrêté. Bon. Et une association de prisonniers, encouragée par l'administration, à la prison de Villepinte, organisait des conférences. Et ils m'ont demandé de venir faire une conférence sur le phénomène djihadiste. Donc, vous êtes les prisonniers là, de Seine-Saint-Denis, il y a les dealers, il y a les Macs, il y a etc. J'étais entre vous deux. Donc, Alexis, c'était le président de l'association, c'est-à-dire le plus gros braqueur de banque de Seine-Saint-Denis. Il faut tenter d'imaginer. Arnaud, Arnaud, le chef du réseau de shit le plus fort. Et chacun, la différence, excusez-moi de vous dire ça, hein, c'est qu'ils avaient chacun des biceps qui faisaient la taille de mes 2 cuisses. Donc, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Ils t'impressionnaient plus que nous, quoi. Voilà. Et donc, je fais ma conférence, etc. Bon. Et le recruteur était au milieu de la salle avec un certain nombre de jeunes à qui il expliquait déjà que ce n'était pas leur faute s'ils étaient là, que c'était la faute de la société infidèle, et que même s'ils avaient fait des bêtises, au fond, c'est par la rédemption leur viendrait non pas par la prison des infidèles, des koufars, mais par l'engagement dans le djihad. Donc tout était, c'était des arguments, si tu veux, que tu as mentionnés, que tu voyais dilués, mais que moi je voyais concentrés dans cet espace, avec les matons, la directrice de la prison. Et puis, donc je finis ma conférence, et ce que le recruteur ne supportait pas, c'est que quelqu'un comme moi puisse présenter une lecture, j'étais pas normative, c'est une lecture rationnelle. J'ai essayé d'expliquer comment le phénomène se déroulait, comment le phénomène Daesh, comment se faisaient les recrutements, les départs, etc. Et donc, j'étais une autre voix que la sienne. Et donc, il a commencé à m'agresser, m'attaquer tout le temps. Bon. Puis à un moment, j'en avais un peu ras-le-bol, et je lui ai répondu en arabe. Il n'a rien compris. Donc, je me suis retraduit en français. Éclat de rire général des Corses, des Arméniens. Ah ouais, Kepel, parle mieux arabe que toi, tu racontes l'islam, va avec ta mère. Bon. Donc, c'était un moment de rare jouissance dans ces périodes un peu tristes, hein, si vous voulez. Et or, à la prison, tout le monde a des téléphones portables qui sont interdits. Ce qui permet à l'administration d'écouter de temps en temps, surtout à Villepinte, parce que Villepinte, j'imagine qu'aucun d'entre vous n'y a séjourné, en tout cas comme prisonnier, mais enfin, on ne sait jamais. Côte d'Azur, un lieu où on recycle parfois d'une vie un peu. Hein. Et donc, je ne sais pas qui a construit ça, c'est sous une boucle d'autoroute. Donc, quand vous voulez envoyer un téléphone, par exemple, prenez une fronde, vous mettez je vous donne des tuyaux, si jamais ça vous arrive. Hein, Merci beaucoup. Si jamais ce qui va se passer. Bon. Entre deux, les dames, ou les messieurs aussi, les éponges pour faire la cuisine. Là, vous mettez un téléphone avec un élastique autour de 2 éponges, une fronde, et hop, ça arrive dans la cour, et c'est pour Momo. Bon, le type, il le retrouve, il a intérêt à le donner à Momo, sinon il est lui-même transformé en kebab. Et donc, l'administration écoute, et puis le recruteur appelle Daesh, parce qu'ils appellent via téléphone, ils appellent Raqqa. Le gars, c'était à Raqqa en Syrie, c'était un Oranais, donc de Rohan. En plus, c'était un jeu de mots. Il avait fait un groupe, il était éducateur social, éducateur pour la jeunesse. Il avait fait un groupe de rap qui s'appelait l'Oranais. Oranais, c'est une métathèse. Et allô, Daesh, Bobo, ouais, Kepel, Salo, etc. Et donc, du coup, je me suis retrouvé sur la liste de la to-kill list, comme on dirait, parle de la wanted list de Daesh pour cette raison-là. Alors, est-ce que là, on est dans la situation des... Enfin, quand on le reçoit, évidemment, ça fait un choc. Je l'ai appris en me lavant les dents. Je ne pensais pas particulièrement être président de la République, je précise, en me lavant les dents. Tu visais au-dessus. Oui, merci, enfin, tu parles. Et donc, résultat, alors, est-ce que là-dedans, il y a
est-ce qu'il y a une équation à établir, par exemple, systématique, une équation d'ingénieur, scientifique, si je puis dire, entre islamisme, fascisme, islamisme. En fait, c'est assez ductile parce que Nathalie Hennig, tout à l'heure, nous a montré comment, au fond, l'idéologie apparemment ultra-libertarienne du woke et aujourd'hui un certain nombre de gens qui défendent le LGBT plus QA, enfin je sais plus, non, il paraît que le T a été enlevé maintenant, je ne sais pas pour quelle raison, pour des guerres internes, mais donc où le djihad, on l'a vu quand Daesh contrôlait des territoires, les gens qui étaient accusés d'homosexualité sont précipités, c'est d'ailleurs dans un hadith prophétique, précipités d'un mur. Si on les monte dans des étages, on les précipite latéralement de manière à ce qu'ils soient pulvérisés par le choc. Or, vous avez des gens qui, au nom de la convergence des luttes, c'est un nom qui... voilà, c'est le mot que je cherchais, l'intersectionnalisme. Merci beaucoup, les intersectionnalistes, qui considèrent que le plus important, c'est de lutter contre le capitalisme, ou contre les Blancs, ou contre ce qu'on voudra, et donc qui vous aurez des individus qui sont apparemment pour la liberté maximale, donc ils ne sont pas des nazis a priori, c'est pas le nazi du village de Boualem. Il y en a eu plein d'ailleurs, tu as celui de l'Algérie, mais la Syrie était évidemment pleine de l'Irak et l'Égypte de nazis recyclés, parce que bon, ils savaient quoi, ils avaient déjà fait la preuve de leur animosité envers ceux qui créeraient ensuite l'État d'Israël. Donc c'est des ennemis de mes ennemis et des amis de mes amis. Bon. Mais là, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on peut avoir, dans le mouvement woke, dont on a parlé tout à l'heure, intersectionnel et autres, des convergences tout à fait stupéfiantes entre des gens qui veulent établir un système strict de religiosité, de normes, où, au fond, il n'y a pas de liberté humaine. La liberté, elle n'est définie qu'à partir que dans le contexte qui a été établi par la charia, par une norme divine. Alors, évidemment, notre liberté est normée. Alexis Lacroix n'a pas le droit de tuer Arnaud. Ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu l'un et l'autre, mais enfin, vice-versa. Peut-être que le contraire. Parce que nous avons, évidemment, il y a des règles qui nous permettent de vivre en société. Mais nous ne considérons pas que ces règles ont été établies par la révélation divine. Elles émanent d'une négociation, d'un consensus, etc. Là, c'est un système qui est différent et qui, effectivement, quand il est poussé à son terme dans une logique qui ne supporte plus la contradiction, qui aboutit à l'autoritarisme et à l'opposition très forte à la liberté. Pour revenir très brièvement sur la dimension allemande qu'évoque Boualem, justement, dans cette partie de l'Europe où je me suis replongé à travers le siècle, quasiment, mon grand-père né en 1876, c'est le fils d'un garde-chasse, d'un capitaine des chasses, c'était le titre de La Fontaine, capitaine des chasses du duché de Nemours, je crois, donc ça m'a trouvé très bien. Mon arrière-grand-père, j'avais fait un capitaine des chasses aussi. Et il est confronté à la violence en permanence. Il est confronté... en fait, ils font la violence contre l'Empire austro-hongrois qui, rétrospectivement, apparaissait bien débonnaire quand on voit ce qu'a donné le nazisme, puis le communisme. Et ce qui est très frappant, c'est la manière dont... Notamment, il y avait beaucoup de communistes déjà dans la Tchécoslovaquie bourgeoise de l'entre-deux-guerres, et ces communistes qui ont donc lutté contre le nazisme pendant la guerre, très courageusement, ensuite sont devenus à leur tour les tortionnaires, les procès Slansky, les grands procès de Prague, etc., avec d'ailleurs, et ce qui est tout à fait frappant pour les juifs aussi, beaucoup de juifs tchèques sont entrés dans le mouvement communiste, aussi pour... le judaïsme en Bohème était... mon grand-père avait des tendances antisémites dont j'ai parlé dans le livre, et entre autres choses, je ne vais pas le justifier évidemment, mais
l'un des éléments de l'antisémitisme tchèque, c'était de considérer que les Juifs étant souvent germanophones ou yiddishophones, d'une certaine manière, à l'époque de l'Empire austro-hongrois, étaient des obstacles au nationalisme tchèque. Il y avait des Juifs nationalistes tchèques, mais beaucoup d'entre eux sont entrés ensuite dans le mouvement communiste parce que c'était un universalisme aussi qui les poussait et qui faisait qu'ils n'étaient pas du coup identifiés à partir de... Pour résumer, le nationalisme tchèque pendant l'Empire d'Autriche, surtout dans les dernières années, années 1900-1910, reproche aux Juifs d'être du côté de l'empereur. Voilà, en fait, les Juifs, c'était les seuls Austro-Hongrois, si tu veux. Exactement. Les autres étaient tchèques, hongrois, bulgares, polonais, ou italiens du Nord, mais voilà. Et bon, mais ça n'est pas une généralité. Tu avais des Juifs qui étaient nationalistes tchèques dans le mouvement national. Mais il y a cet élément qui joue. Et donc, le communisme, certains estiment que le communisme est une forme de messianisme juif, d'ailleurs. Après Shabbat Tzvi, c'est Marx. Mais bon, je ne vais pas entrer dans ce débat n'en étant pas spécialiste. Mais donc, on a là des gens qui luttent pour la liberté et qui vont se retrouver à travers le mouvement communiste dans un système qui s'inverse en une idéologie totalement liberticide, totalitaire, catastrophique, etc. Donc, c'est toute la difficulté, tu vois, Arnaud, à situer le front dont Nathalie et Cécile nous ont parlé tout à l'heure se perçoit comme le summum de la liberté absolue. Enfin, non, mais qui va commencer à condamner, à faire des procès de Moscou dans l'université. Alors, moi, je veux dire, j'ai été condamné pour le djihad, je m'en fous complètement d'être condamné à ne pas enseigner. À la limite, mon œuvre est derrière moi, puis je fais puis la fiction me console d'une certaine manière. Enfin, la fiction, l'épopée, disons. Merci. Alors, la fiction, justement. Boalem Sansal. Ouais. Pourquoi la fiction? Quand vous vous retrouvez à la fin des années 90 dans cette guerre civile algérienne et que vous voulez dénoncer ceux qui sont les adversaires de la liberté, pourquoi vous décidez, vous, ingénieur, de choisir la fiction? Pourquoi finalement vous ne faites pas un autre choix pour dénoncer et combattre les islamistes? Je vivais en Algérie. Donc, il était impossible d'utiliser les moyens de la démocratie. Parler, agir. On est dans un système verrouillé de tous les côtés. Donc, je ne pouvais m'exprimer qu'à l'étranger. Et comment m'exprimer à l'étranger? Moi, je ne peux pas venir me présenter aux chaînes de télévision. Écoutez-moi. Donc, ce n'était pas possible. Le seul vecteur était la littérature. Je vais vous dire un peu, en fait, comment on a fonctionné dans ce groupe-là. On se réunissait, donc première étape, essayer de comprendre. Voilà, l'Algérie, elle en est où? Quels sont ses problèmes? C'est quoi? C'est l'islamisme? C'est l'islam? Quel islam? Beaucoup de théories, évidemment, beaucoup de recherches très, très savantes. Et donc, moi, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt la démarche économique à l'époque. Je croyais que l'économie, du fait qu'elle modifie les structures sociales, voilà, on a fait une économie absurde du type socialiste dans un pays qui n'est pas, qui est musulman, qui est africain, qui n'a pas les structures sociales pour se lancer dans l'industrie lourde. Ça a perturbé, ça a sorti les gens de l'agriculture, de machin, vous les a jetés dans l'industrie. Bon. Et puis, notre réflexion à un moment donné, on a changé de fusil d'épaule, on s'est dit, ce que nous faisons, ça sert à quoi? On ne peut pas convaincre les protagonistes en Algérie. Les islamistes, ils ne nous écouteraient jamais. On a essayé de le faire, mais ce n'était pas possible. Le pouvoir non plus. Le pouvoir dans le désordre. Ils ne discutent pas avec la société civile. On n'est pas dans une démocratie. Nous étions partis sur cette idée que nous avons un partenaire très intéressant qui va nous aider, c'est l'Occident. Donc il faut l'informer. Informons les Occidentaux. Attention, ce qui se passe chez nous, je reviens à l'idée de la localité en physique quantique. Les explications sont souvent ailleurs. Les forces locales n'expliquent pas tout. Et on disait, ce qui se passe en Algérie vient d'Arabie, de je ne sais pas quoi, l'Afghanistan, le machin, et la source est ailleurs.
et ça a été relayé par les Égyptiens, avec des déformations, bien sûr. Mais ceci va arriver. On est face à un phénomène mondial. L'islam ne s'est pas réveillé après avoir été démantelé après l'Empire ottoman, juste pour établir l'islam dans les pays musulmans. Il reprend sa mission prophétique. Alors justement, pour finir, Boualem Sansal, vous êtes l'auteur de 2084 aussi, ouais, qui est une sorte de prophétie orwellienne sur l'impérium, la domination mondiale de ce totalitarisme très plastique que Gilles vient de nous décrire. Puisqu'il est plastique, puisqu'il s'adapte à tout, finalement. Hein. Il s'adapte à tout. Et voilà. Comment on le combat? Est-ce qu'on peut le combattre, d'ailleurs, véritablement, au-delà des mots? Alors, si combattre consiste à réagir à ce qui se passe, on a déjà perdu. Donc, il faut prendre les devants. Il faut aller au-delà du diagnostic et de tourner autour du diagnostic. Et puis je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Le premier pays à avoir voté une loi interdisant les signes ostentatoires des religieux, c'est l'Algérie, en 1993. La loi est sortie, c'était en mars de 1993. Le lendemain, elle est tombée en caducité. Parce que s'était posé la question, très bien, la loi est faite, mais qui va l'appliquer? Les policiers, ils sont eux-mêmes liés à la machine, ils font partie de la machine. Donc on s'est trouvé, parce qu'on a réagi, donc on suit, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, des mesures et des mesures. Je crois que Céline en a parlé, j'ai trouvé ça très intéressant, et Nathalie tout à l'heure. C'est ça, si on se met dans la position de suivre, eh ben on est un suiveur et donc on va distancer. Principe de Zénon. Okay, et donc il faut devancer. Et pour devancer, il faut connaître l'islamisme. On connaît maintenant, on commence avec évidemment les travaux de Gilles Kepel et d'autres, on sait. Mais il faut aussi étudier l'islam. Il y a les ressorts profonds sont là-dedans. Les islamistes, c'est comme, je ne sais pas, un opéra écrit par Tchaïkovski et joué par un orchestre, c'est deux choses différentes. C'est pas, chaque orchestre peut interpréter le morceau à sa manière, et donc ça fait... non, il faut devancer. Donc il faut des devanciers, il faut inventer des gens qui ne travaillent pas sur ce qui est déjà là. Il faut se mettre en amont. Et puis comme c'est une partie à deux, et donc il faut connaître absolument de l'autre côté les choses à fond, mais se faire sa propre autocritique. Est-ce que la démocratie est capable, est-ce qu'elle a atteint un stade où elle peut assurer seule sa pérennité? Ou est-ce que... apparemment non, il semblerait que maintenant tous les pays européens se sentent incapables d'assurer la démocratie chez eux. Alors on invente des structures, l'Europe, le truc, le machin, l'OTAN. Et donc on dilue, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Boualem, je crois qu'après on va passer la parole à la salle pour poser quelques questions, mais je crois que Gilles Kepel voulait réagir. Oui, très brièvement, dans la lignée de la question que vous avez posée, qu'est-ce que la fiction, en tout cas la littérature, peut-être plus que la fiction, je pense que la littérature vient faire là-dedans. En fait, la littérature, moi comme Boualem l'a gentiment rappelé, j'ai écrit 20 bouquins là-dessus, j'ai donné, hein. Bon, après je peux encore en faire, mais j'ai plus envie. En revanche, mais j'ai pas réussi d'une certaine manière. Vous avez gentiment rappelé que j'avais écrit un bouquin en 87 qui s'appelait Les banlieues de l'islam. Si on le prend en rétrospective, tout ce qui s'est passé depuis lors est écrit dès 87. Tout le monde, ça a eu un succès comme ça d'estime, mais tout le monde s'en est complètement foutu dans le système du pouvoir. Ça, bon, maintenant, je suis consulté à haut niveau, ça, mais je ne vois pas... à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il me semble que ce qui est important, c'est la transformation des mentalités. C'est ce que les barbus ont fait avec beaucoup d'efficacité. Or, le domaine qu'ils n'ont pas, de même que tous les régimes totalitaires, c'est la littérature. Il n'y a pas de littérature nazie, il n'y a pas de littérature fasciste, il n'y a pas de littérature islamiste.
il y a ce qu'on a appelé le réalisme socialiste, ou des choses comme ça, mais qui sont bons à mettre à la poubelle et qui ne tiennent que parce qu'il y a un appareil d'État qui oblige la lecture. Ça. Et la littérature, c'est... Le Mistral approuve d'ailleurs. C'est la littérature, je pense que c'est l'espace ultime de notre liberté. Alors après, ça demande... Le pacte fictionnel demande un peu d'effort. Il faut... ça demande une réflexion. Il faut entrer dedans. Il faut être dans les mots. Bon. Moi, j'ai été très frappé, peut-être comme... je ne sais pas ce que Boualem en pense, mais si je lui laisse la parole après, on ne va pas pouvoir avoir les questions, donc on continuera à table tout à l'heure. Au fond, pour lui et moi, qui sommes chacun à notre manière des métèques, il n'y a pas de langue naturelle. La langue, c'est quelque chose que nous construisons. Bon, moi, métèque en peau de lapin, parce que je suis né à Paris, ma langue, c'est le français, etc. Mais néanmoins, je le vois dans les rares textes, mon grand-père écrivait parfaitement le français, mais presque tous les archives sont en tchèque. Il écrit une lettre à Apollinaire en 1911 en français pour lui témoigner sa solidarité quand Apollinaire est emprisonné à la Santé parce que Apollinaire vit un peu dans le milieu interlope. Il y avait eu l'affaire du vol de la Joconde, de laquelle il avait été mêlé. Et il lui écrit une lettre où on sent bien que chaque mot, l'adéquation de chaque mot à la chose est travaillée avec une jouissance extraordinaire de la langue. Et le style, d'une certaine manière, est un enjeu. Or, le style, c'est quelque chose qui est aussi un élément destructeur des totalitarismes, des fascismes, des machins. Les woke n'ont aucun style, disons-le clairement. Alors, je ne sais pas si vous trouvez que c'est un peu tiré par les cheveux, mais il me semble, en tout cas, après avoir fait tout ce que j'ai pu faire en ingénieur de l'islamisme, si j'ose dire, il me semble que ce vrai ingénieur et cet ingénieur un peu bidon se retrouvent dans la communion que c'est par la littérature que nous allons faire notre œuvre messianique, tous les deux. D'accord ? Tu es d'accord avec ça ? Merci pour ce bel enseignement. Alors, on va peut-être passer aux questions dans la salle. Alors, voilà, il y a une question, monsieur. Voilà, on vous passe un micro. Allez-y. Oui, merci. Alors, sur l'islam, je trouve qu'il y a deux réalités contradictoires. Il y a celle que vous avez décrite, donc l'extrémisme, le fanatisme, les attentats barbares, inacceptables, l'islam politique, la conquête, volonté de conquête, le prosélytisme. Donc, il ne faut pas être sans naïveté là-dessus, c'est sûr. Et puis, il y a le Coran, les hadiths et la Sunna, sur lesquels on peut interpréter de manière extrêmement différente. Donc, la question, toute l'importance de l'interprétation, qu'on a aussi, le rôle de l'interprétation qu'on a eu aussi dans les siècles pour le christianisme et pour le judaïsme. Donc, il y a cette réalité-là. Et puis de l'autre, pour ceux qui, nombreux sont-ils, y compris dans cette salle, je pense, qui rencontrent et qui étudient l'islam, on se rend compte qu'en fait, par exemple, les patriarches Abraham et Moïse, les matriarches qui existent également, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, Esther peut-être, sont communes. Issa, Jésus est commun. Mariam a un rôle important, c'est Marie dans l'islam. Voilà. Donc, on peut se dire, je ne sais pas quel est le chiffre, si c'est 95% des musulmans en France, mais que la grande masse aspire à quoi ? À vivre paisiblement, à gagner de l'argent pour faire vivre leur famille. Les enfants vont à l'école, à l'université, ils se marient, souvent avec des non-musulmans, ils sont très éloignés de la pratique. Il y a aussi donc cette réalité-là de 95% des musulmans en France, peut-être. Je ne sais pas si c'est 80, 90. Bon, donc voilà, c'est vraiment très important, me semble-t-il, d'avoir cette double vision. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre les peurs, l'ignorance, j'allais dire aussi quelquefois une certaine bêtise, voilà, pour agir, pour le vivre ensemble, pour un bon vivre ensemble, pour faire société ensemble. Qu'est-ce que vous préconisez ? Les immigrés sont venus pour faire tourner les usines Renault et Citroën dans les années 60. On ne pouvait pas les renvoyer chez eux. Ils sont là. Ça aurait été d'ailleurs très c'est-à-dire à la fois anti-républicain, anti-chrétien. On ne pouvait pas les renvoyer chez eux. Ils sont là, ils habitent ici, leurs enfants habitent ici, ils travaillent, ils s'intègrent, pour certains d'entre eux. Mais il y a ces courants fanatiques qui existent et on est sans naïveté par rapport à ça. On a compris le sens de votre question. Gilles Kepel, peut-être des éléments de réponse. Et je me tourne aussi vers Boualem. Ouais. Oui, enfin Boualem est allé plus loin que moi dans la réflexion sur ce point, parce que je ne dis pas qu'il est...
je ne l'enferme pas dans la catégorie de musulman de naissance, mais il a une manière justement de penser l'islam à partir d'une culture dans laquelle il a été élevé à sa manière, si vous voulez. Et donc, effectivement, vous avez raison en indiquant qu'il ne s'agit pas de définir toute personne qui s'appelle Ahmed ou Farida ou Yasmina ou qui vous voulez, à partir uniquement du dogme et de la croyance la plus fanatique et dans le dogme, pas plus que toute personne de confession juive n'est pas nécessairement identifiable au Gush Émonim en Israël ou tout russe orthodoxe au patriarche Kirill. Enfin, je n'ai pas nécessairement d'adéquation exacte entre tous ces formes. Mais et moi, si vous vous intéressez au livre que j'ai écrit, quand j'ai travaillé notamment sur les émeutes de... maintenant, je ne me souviens plus, c'est de 2005 dans les banlieues françaises. Donc j'ai essayé de brosser un tableau tout à fait exhaustif qui touchait aux enjeux d'éducation, aux enjeux d'ordre, aux enjeux de travail, etc., aux enjeux du politique et aux enjeux du religieux, pour voir comment cela s'intriquait. Maintenant, la question, tout l'équilibre, c'est d'arriver à analyser le phénomène sans faire, c'est un terme galvaudé, d'amalgame. Le conflit le dilemme auquel on est confronté, c'est que vous avez ceux qui disent le djihad n'a rien à voir avec l'islam, ça ce sont des fanatiques, il n'y a rien là. Or le problème c'est que Daesh applique à la lettre des choses qu'ils n'ont pas inventées du tout. C'est dans les textes sacrés. Tout ce qu'ils font est précisément pris à la lettre dans les textes sacrés. Le problème c'est que l'esprit qui vivifie ces textes sacrés, enfin qui selon nous le vivifie, ne les touche pas. Mais eux vous disent que c'est vous qui n'avez rien compris et que c'est leur version qui est la bonne. Vous voyez ? Donc tout notre travail consiste justement, c'est un travail qui consiste à discriminer. Mais ça, je me tourne plutôt vers l'ingénieur que vers le sociologue ou vers le politiste. Le risque, c'est que j'entends bien votre raisonnement, j'en ai entendu de nombreuses fois dans ma carrière. C'est une vision qui est parfois excessivement tyrannique de la situation et qui, du coup, de peur d'être dépeints comme racistes, islamophobes ou autres, nous empêche de comprendre où sont les problèmes. Et ça a été malheureusement le manque de vigilance, si vous voulez, pris dans une vision un peu irénique comme ça, je crois je ne sais pas, non, c'est pas de la naïveté, c'est aussi, mais je ne la condamne pas sur le fond. Après tout, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais a les effets contraires à ceux qui sont attendus, puisque à partir de ce moment-là, c'est l'ensemble de la population concernée qui va se trouver ciblée par les autres, parce qu'on n'a pas su faire la distinction dès le départ, vous voyez, et on n'a pas su identifier là où était le problème. Donc ça, je crois que à mon sens, dans cette affaire, il faut se méfier des sentiments, fussent-ils bons et plus encore fussent-ils mauvais. Et c'est une ligne de crête assez difficile à tenir, qui aujourd'hui fait l'objet, et selon le mouvement woke et compagnie dont Nathalie a parlé tout à l'heure, précisément réfute la possibilité même de penser cette question d'une façon, disons, universitaire ou scientifique. Vous voyez, c'est là, il y a une vraie vigilance à avoir. Merci. Alors peut-être on va prendre une ou deux questions. Allez-y. Alors on va vous passer un micro. Si on veut passer un micro à madame. Voilà. Alors monsieur, quand même, il vaut mieux un micro. Juste pour que tout le pour monde répondre entende. à ce monsieur de tout à l'heure, effectivement, on a tendance à penser que tous les musulmans ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas pareils. Bon, alors, moi je pose une question. Pourquoi les musulmans qui se disent donc pacifistes et puis adaptés et assimilés même, on peut dire,
pourquoi ces gens-là ne se soulèvent pas, puisque c'est à 95%, pourquoi ces gens-là ne se soulèvent pas et disent, nous, on n'est pas comme ça, nous, on est musulmans, d'accord, mais on n'a pas envie, on est maintenant en France, et on n'a pas envie d'être islamiste. Bon, mais il y a autre chose, ça c'est une question, parce que ce monsieur vient de la poser, mais il y a autre chose aussi, à monsieur Boualem Sensal. Alors, monsieur Boualem Sensal, je vous admire énormément, hein, je vous le dis tout de suite, et je suis née en Algérie, j'ai la même année que vous, et je suis donc la même génération, et mes parents étaient des érudits, enfin, de mon père et de mon grand-père, des érudits de la langue arabe. Bon, mon père a appris la langue arabe à 3 ans, parce que ma grand-mère a créé une école dans le Douar où elle était, pour les enfants du Douar qui ne pouvaient pas aller à l'école. Elle a créé cette école et elle a mis mon père à l'école, bon, à 3 ans. Mais elle a demandé quand même un instituteur qui était arabe, qui était donc algérien, et qui enseignait le Coran et le français, puisqu'on était en Algérie française. Et donc, là, mon père est allé. Et il a appris donc le Coran, en récitant les souades comme ça, il nous racontait, et il a appris le français, à 3 ans, comme à l'école maternelle ici. Et il a continué en première langue au lycée à Oran, en arabe, etc., jusqu'au bac, en arabe. Bon. Et il était donc arabe littéraire. Hein. Et mon grand-père, lui, n'était pas aussi cultivé que mon père, mais il était... Et donc, si vous voulez, j'ai été à bonne école. Alors, allez à votre question. Parce que alors, il ma nous reste question, plus beaucoup de temps. c'est, est-ce qu'on est fichu, monsieur Boualem Sensal? D'accord, alors on va... Bon, voilà. Je résume vos 2 questions. Monsieur, pourquoi, selon madame... Il y a la littérature. Voilà. Juste, les 2 questions, je les résume, et vous pouvez d'ailleurs y répondre tous les 2. Pourquoi, selon madame, la grande masse des musulmans ne s'oppose pas finalement de manière plus visible, selon elle, au mouvement islamiste ou à l'expression de l'islamisme? Et deuxième question, elle est assez simple. Est-ce que finalement nous sommes face à une situation qui est irréversible? Voilà. Non, mais on va aller, parce que là, on peut pas aller plus loin. Allez, Boualem. Et après, peut-être Gilles Kepel. Voilà, merci. J'ai remarqué que quand je ne vois pas... Obligé d'être directif. C'est bizarre. La lumière est tellement vive et m'aveuglait, donc je ne vous entendais pas très bien. Mais bon... tout à l'heure, je vous disais que dans notre groupe, on s'est dit, nous, on ne peut pas combattre ces choses-là. On vit dans une dictature. L'espace d'expression est très limité, donc il faut internationaliser l'affaire, c'est-à-dire aux Occidentaux, d'une manière européenne et autres. Ce n'est pas seulement notre problème, c'est aussi votre problème, peut-être pas tout de suite, mais dans les années à venir. Mais c'est comment parler à ces sociétés-là. La seule façon, c'était le livre, peut-être les articles, des journalistes avaient la possibilité de d'écrire dans des journaux français. Notre idée à l'époque, nous étions confiants, on s'est dit, nous, on ne sait pas résoudre ces problèmes. Mais l'islamisme est déjà en France, confronté avec la démocratie. Les Européens sauront traiter cette question. Et puis, nous reviendrons de l'autre côté. Voilà, on apprendrait de vous. Comment? Parce que vous êtes démocrate, parce que vous avez les moyens, parce que vous pouvez débattre. C'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait. Des débats. Vous vous rendez compte, ce beau titre, citer des débats en Algérie, ça ferait rêver des millions de personnes. Le simple titre. On s'est trompé. Non, on s'est trompé parce que la société occidentale n'a pas su. Comme nous, il y a 40 ans, elle n'a pas vu venir le phénomène. Elle n'a peut-être à sous-estimer les choses. Le résultat, maintenant, c'est qu'on est dans la même situation. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Et comment faire? C'est que est-ce qu'on va traiter le problème au niveau de la société civile ou interpeller les gouvernements? Est-ce que la société, est-ce que les résultats de nos réflexions sont opérationnels? De quelle façon? Moi, j'y crois pas vraiment. Ça reste entre intellectuels. On tourne un peu en rond. Le pouvoir
n'écoutent pas. Moi, j'ai rencontré beaucoup de vos présidents, Chirac, depuis Chirac, et Sarkozy et tout, et puis des ministres, ils n'écoutent pas. Ils n'ont pas envie d'écouter. Ils n'ont pas envie parce que ça les dérange. Alors, on met ça sur le côté. Bon, voilà. Non, attendez, voilà. Boualem, peut-être Gilles Kepel, une remarque, et après, je vais être vraiment obligé de conclure, parce qu'il est 13h10. Une conclusion très simple. Nous, ce qu'on vous propose, au moins pour l'instant, c'est la littérature. Boualem et moi, c'est pourquoi on a même fait venir les livres ici pour il vous est formidable. Hein. Et nous il fait mon boulot. Pouvoir signer notre littérature. Merci à Boualem et à Gilles Kepel.